Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode du panier. J'ai le grand plaisir de recevoir Virginie Morand, qui est directrice marketing et e-commerce de G-Heat. Heat comme la chaleur, H-E-A-T, que vous trouvez sur g-heat.com et qui est une marque française spécialisée dans des vêtements technologiques, chauffants et rafraîchissants. Salut Virginie, ça va ? Salut Laurent, oui ça va très bien. Écoute, ça va bien. Vous le savez pas, chers auditeurs, mais vous voyez un grand sourire sur nos visages si vous regardez l'épisode qui est filmé, parce qu'on a recommencé l'épisode. On avait commencé il y a 3 minutes, mais j'ai eu un problème technique et je m'en étais pas rendu compte. Mais vous vous en foutez, on est là pour parler business. Il y a pas mal de sujets à aborder avec toi aujourd'hui. C'est une marque que je connaissais. Je t'avais vu déjà en point de vente et sur Internet, certainement. J'ai été ciblé parce que je suis motard et j'ai dû être ciblé sur les gants chauffants. Mais je vous connaissais surtout pour les doudounes chauffantes. Et tu vas m'expliquer ce que c'est. Ça fait partie des sujets que je vais aborder avec toi aujourd'hui. Comment est-ce que, sur un marché textile, on fait de l'innovation et surtout on en parle parce qu'il y a un gros sujet d'évangélisation, j'imagine, pour toi chez G-Heat. J'ai envie de parler aussi de télétravail, qui est une méthode. Vous êtes tous en télétravail chez G-Heat. Aujourd'hui, vous êtes une quinzaine de personnes dans cette société qui a été fondée en 2017 et qui fait entre 5 et 8 millions d'euros de chiffre d'affaires. J'ai envie de parler de persona. Parce qu'on peut parler au grand public avec des doudounes et des gants chauffants, mais on peut aussi parler, j'imagine, du professionnel, des motards de la police par exemple, tu me le diras, ou de la gendarmerie. Et puis j'ai envie de parler d'innovation produit, parce que c'est quand même le cœur du sujet. Ça induit pas mal de questions, des vêtements chauffants, donc de la saisonnalité. Tu me diras quel pourcentage du chiffre d'affaires est fait en saison froide, et du coup, comment est-ce que vous palliez à ça, et notamment avec des vêtements rafraîchissants. On en parlera, c'est assez incroyable. Alors, c'est pas un tissu, mais c'est un vêtement technique qui réagit à l'eau et qui rafraîchit. On peut perdre jusqu'à 15 degrés, c'est ça ? Ouais. Non, c'est bluffant. Il faut vraiment le tester, l'essayer pour le croire. Ça paraît complètement fou, sinon comme ça. Ça paraît gadget. Tu m'en parlais quand on préparait l'épisode. Je n'y croyais pas. Mais c'est vrai, tu nous raconteras tout ça. Donc voilà, ça nous fait pas mal de sujets à voir. Avant de parler du marché et de la genèse, le dernier sujet dont on parlait en préparant l'épisode, c'est que y a évidemment de la saisonnalité. Je te demandais si le marketing, tes personas étaient réactifs à la météo. Et tu me disais non seulement oui, mais en plus que vous avez des strates d'acquisition liées à la météo. Oui, alors exactement. Il faut savoir que nous, on est un business extrêmement saisonnier et extrêmement réactif effectivement aux pics de chaleur ou aux pics de froid. Ce qui est assez fou, c'est qu'on fait 80% de notre chiffre d'affaires sur 3 mois. Là, on est en plein dedans. Novembre, décembre, janvier, c'est les 3 mois les plus actifs pour toute l'équipe. On est à fond. Et effectivement, on a mis en place du coup tout un tas de stratégies pour pouvoir vraiment réagir et adapter nos stratégies paid, tout ce qui est Google, tout ce qui est Meta, à la météo. Il y a notamment une API qui a été développée du coup par notre agence d'ADS, API sur Open Weather, qui permet du coup, dès qu'il y a un pic de froid, on est en dessous de 6 degrés, paf, les budgets s'enflamment. Et évidemment, les ventes suivent. C'est assez bluffant. Sans flamme, c'est bien choisi. Attends, c'est dingue ça. Donc, qui est ton agence ? Alors, c'est StrideUp. C'est StrideUp qui a mis ça en place ? Absolument. Donc, une API qui, en fonction de la météo et du climat, enfin de la température, va dynamiquement booster les budgets. Tout à fait. Sur certaines campagnes, évidemment. Absolument. Et ça marche ? Et ça marche du tonnerre. En fait, on le voit tout de suite. Dès qu'on regarde Météo France et que les températures chutent en dessous de 10 ou 6 degrés, les ventes sont en pic. Ça monte en flèche. Moi, c'est la première fois que je voyais ça dans mes 12 ans de carrière. C'est assez bluffant. Les ventes explosent parce qu'il fait froid, mais aussi l'impact le ROAS des campagnes. Absolument, absolument. En fait, je pense qu'il faut savoir qu'on a un produit qui répond à un besoin. Il y a un pain quand même qui est le froid ou le chaud l'été. Cependant, c'est un acte d'achat sur des produits quand même, un panier moyen autour de 125 € qui n'est pas immédiat. Donc, il faut ressentir ce pain très très fortement. Donc, il faut avoir très froid pour se dire, allez, go, là, j'en peux plus, j'achète. Je suis un peu surpris moi parce que j'avais pas regardé les prix avant notre épisode, j'ai regardé les prix. Je m'attendais à ce que ce soit plus cher. Tu vois, une doudoune, c'est marrant parce que je voulais m'en acheter une en ce moment en plus, mais une doudoune avec des plumes d'oie ou de canard, je sais pas ce qu'on fait, ce qu'on peut faire en 2024. Ça coûte 200, 300, 400 balles. C'est aussi là tout le positionnement de G-Heat en fait. On est sur un marché qui est effectivement une niche, un genre d'océan bleu, on parle souvent de ça. Il y a sur le marché des produits qui sont très très qualitatifs, surtout en Amérique du Nord, qui sont plutôt autour des 300, 400 € ou dollars en l'occurrence. En produits chauffants. En produits chauffants.
ou des produits très très bas de gamme qui sont vraiment directement dropshippés, parce que c'est ça de Chine, sans aucun contrôle qualité, sans aucun travail de développement produit. Et là, on est autour de 90 €. Nous, on a essayé d'être au milieu, d'être vraiment sur cette gamme accessible, que ce soit donc d'un point de vue prix, mais aussi d'un point de vue techno, et d'être vraiment dans ce schéma-là, qui est vraiment le milieu de gamme. Nos produits commencent autour de 100-120 €. Effectivement, ça peut aller plus haut, mais en moyenne, avec toutes les opérations Black Friday, deuxième batterie offerte, etc., on est plutôt autour de 125-130 €. Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas et qui ne sont pas encore rendus sur le site, g-hit.com, comment ça marche, c'est quoi? Alors, le vêtement chauffant, c'est effectivement il n'y a pas que du vêtement. D'ailleurs, il y a aussi de l'accessoire. On parle de tour de cou chauffant, on parle de gants chauffants, super utiles pour tous les skieurs, pour tous les motards, pour tous les usagers du vélo aussi. On est sur un gros segment mobilité. L'objectif de ces produits, c'est d'avoir finalement des filaments de chaleur, des réseaux de chaleur à l'intérieur du textile qui sont cousus avec. Donc tout ça, c'est complètement, on ne le sent pas du tout au toucher. Et à l'aide d'une petite télécommande, d'un petit bouton, en fait, de pouvoir activer cette chaleur. Donc il y a une petite batterie portative qui ressemble pour les vestes en fait à une power bank qu'on va mettre dans une petite poche prévue à cet effet. On la branche comme une power bank classique. Pareil pour les gants, sous des toutes petites batteries pour le coup sur le gant qui se mettent à l'intérieur du gant, donc on les sent quasiment pas quand on les porte. Et l'objectif, quand on appuie sur ce petit bouton, tout devient rouge et la chaleur immédiatement en fait irradie dans toute la veste, dans tout le gant, dans tout le produit. On a plusieurs zones de chauffe, ça dépend des produits, on peut avoir jusqu'à 6 zones de chauffe, donc globalement sur la veste c'est le bas du dos, ça c'est quand même vachement agréable quand on a froid, ça peut être le ventre également, les pecs, le haut du dos, sur les gants ça va être la paume de la main, ça va être le dessus de la main, les doigts évidemment. On a aussi des chaussettes chauffantes, alors ça j'invite vraiment à tous ceux, honnêtement, même si on n'est pas frileux, quand on est à la montagne ou n'importe où, on a des chaussettes chauffantes, mais ça change la vie, ça change sa journée. Même procédé. Donc on a une batterie, il faut la charger quand elle est déchargée. Ça dure à peu près jusqu'à 6-7 heures d'autonomie, suivant l'usage. Et selon la batterie, j'imagine? Et selon la batterie, c'est pareil. Sur les gants et les vestes, à peu près on va jusqu'à 6-7 heures. Et ça se recharge du coup quand la batterie est à plat, tout simplement. Ok, alors j'ai eu Virginie, on a apporté une doudoune que j'ai pu essayer. Effectivement, c'est assez bluffant. Et on parlait des gants, et c'est vrai qu'en moto, moi je suis motard, en moto, d'avoir les doigts engourdis par le froid, c'est très désagréable, dangereux. Oui. Et effectivement, on a souvent des grosses moufles ou des... Oui, l'alternative pour les motards, c'est ces poignées chauffantes qui sont déjà très chères parce que c'est des options. Et ensuite, ça chauffe finalement que l'intérieur de la main. Et pas la paume, pas les doigts. Donc là, c'est quand même une alternative beaucoup plus pérenne et agréable. Alors, société fondée par Guillaume Salin et Édouard Castagnier, oui, en 2017. Absolument. Comment est-ce qu'ils tombent là-dedans et pourquoi est-ce qu'ils se lancent là-dedans? Alors, c'est une histoire assez traditionnelle des DNVB de cette époque-là, si on peut parler comme ça. C'est deux potes qui se sont dit, allez, on est prêts, on a cet esprit entrepreneurial, on veut y aller. Ils ont fait beaucoup d'études de marché, ils ont d'abord étudié la cryothérapie d'ailleurs. Donc c'était quand même toujours sur ces sujets de chaud et de froid. De chaud et de froid. Et puis un jour, ils sont partis à la montagne, ces deux potes, et puis ils se sont dit quand même, là on a vraiment froid. Finalement, est-ce que la solution, c'est pas justement d'arriver à se réchauffer? Ils ont regardé le marché, ils ont vu qu'il y avait ce gap, cet océan bleu entre le très bas de gamme ou le très 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 haut de gamme des pays plutôt scandinaves ou d'Amérique du Nord, et ils se sont dit go. Donc c'est un marché qui existait, était balbutiant? Oui, qui était balbutiant. Enfin, la technologie chauffante, c'est quand même des produits plutôt connus, je dirais, d'une niche, mais en tout cas qui étaient plutôt connus. Le rafraîchissant, par contre, c'est un autre enjeu, c'est un produit qui n'est pas du tout connu et on a un énorme travail d'éducation, d'évangélisation pour effacer justement ce côté gadget. Ok. Parle-moi un peu du marché, du coup, aujourd'hui. Oui, alors aujourd'hui, c'est un marché en Europe qui est pas saturé, clairement. On a quelques concurrents sur le chauffant, quand même, faut le dire. Je ne vais pas les citer ici, mais c'est des acteurs qui sont plutôt à l'échelle européenne. Nous, on est vraiment le numéro 1 sur le chauffant et le rafraîchissant en France, donc on est très fiers de ça. On est une société qui est auto-fondée, donc on est vraiment sur fonds propres depuis... Autofinancé, pardon. Ouais. Sur fonds propres depuis le début, et du coup, on est très content aussi d'être rentable, ce qui n'est pas le cas de beaucoup d'entreprises. Donc le marché, on a pas mal de concurrence sur le chauffant, comme je le disais, il faut quand même se battre au quotidien sur Google avec des acteurs de dropshippers, des dropshipping qui viennent directement de Chine. Sur le rafraîchissant, par contre, une concurrence quasi inexistante pour l'instant, mais un autre challenge qui est donc cette évangélisation.
C'est un marché B2C, B2B? Ouais, alors ça c'est intéressant, ça a commencé vraiment sur un marché, sur le DNVP, donc un e-commerce traditionnel. Et en fait, très rapidement, ils se sont aperçus que ceux qui achetaient, c'était finalement des acteurs professionnels. Donc ça a vraiment commencé comme ça, c'était des petits acteurs du BTP, de l'agriculture, des EPI. Et c'est comme ça qu'ils se sont dit, il y a quand même quelque chose à faire sur ce marché du workwear. Donc on n'en parle pas beaucoup, mais il y a un vrai marché des professionnels, donc ceux qui travaillent en extérieur notamment, ou en entrepôt, où il fait souvent très très froid. Et donc, effectivement, pour toutes ces entreprises-là, il y a un enjeu de confort au travail, d'efficacité, bien sûr, de performance au travail de leurs employés, et aussi économique et éco-responsable. Il vaut mieux finalement chauffer les corps que chauffer les espaces. Nous, le coût d'une chauffe, c'est 0,01 centime, on l'a mesuré. C'est quoi une chauffe? Recharger sa batterie, en fait, concrètement, pendant 5 heures, qu'est-ce que ça coûte? 0,01 centime d'électricité. Ok. Donc, versus chauffer un entrepôt de 3000 m², il n'y a quand même pas photo. Donc, effectivement, ces acteurs-là s'équipent chez nous. Ils commandent soit en direct via notre e-commerce, soit via nos réseaux de distributeurs, qui sont des gros distributeurs, effectivement, en magasins professionnels. Pour en citer quelques-uns, après, ça se retrouve dans les plateformes du bâtiment, ça se retrouve chez Decathlon, parce qu'on est maintenant dans le sport, chez Intersport également. Voilà, donc on a effectivement 2 volets, le B2B et le B2C. Et quel poids aujourd'hui? Alors aujourd'hui, le B2B est vraiment en croissance. C'est un secteur sur le côté distribution qu'on a commencé il y a 2 ans et demi. Donc c'est très jeune. Cependant, aujourd'hui, on est à peu près à 60-40, quelque chose comme ça. Donc 60 sur le B2C? Online, absolument, et 40% B2B, okay. Mais en croissance chaque mois. Attends, 60% de B2C, oui. Online et réseau de distribution ou juste online? Juste online. Juste online. Juste sur okay. le e-com. Ok, compris. C'est hyper intéressant et comme dit, il y a de l'évangélisation à faire et surtout plein de cas d'usage, j'imagine. Mais du coup, il faut choisir tes personas. Enfin, tu peux pas parler à tout le monde. C'est la grosse difficulté. On a aujourd'hui 3 gros univers, donc 3 grosses personas. La première, on en a parlé, c'est professionnel, du workwear. Et une nouvelle persona qui pour moi en découle sur le B2C, c'est tout ce qui est DIY. Je ne sais pas si vous regardez un peu des vidéos sur YouTube, notamment de bricoleurs, des gens qui rénovent leur baraque, leur appart, et qui vous apprennent à faire pareil. Ça, il y a quand même une très très grosse tendance. Donc ça, c'est typiquement des cibles pour nous, des gens qui font un petit peu de bricolage, de jardinage, de paysagisme et qui veulent s'équiper, rester au chaud. Mais le particulier. Le particulier, ouais, okay. Absolument. Et donc à la fois ce côté workwear où on a une petite entreprise de bâtiment, de paysagisme, vous équipez ses employés. Voilà, donc ça c'est la partie workwear. C'est la persona numéro 1, qui est la persona un peu historique, je dirais. Donc on a quand même besoin, nous aujourd'hui, de ce socle pour grandir. Et c'est le socle aujourd'hui qui nous permet d'ailleurs d'être aussi rentable et en croissance. La deuxième persona, c'est une persona qui est plutôt sport. Donc effectivement, moi, je viens du sport. C'est la persona qui veut rester active en hiver, en été, continuer sa petite rando, même s'il fait moins 5 degrés au fin fond des Alpes. Donc ça, c'est la persona plutôt sport. Le sport, c'est vague, donc on a une vraie problématique aujourd'hui d'identifier quel sport est-ce qu'on veut adresser. La mobilité, que ce soit la moto, le vélo, c'est pareil. Est-ce que c'est du sport? Est-ce qu'on l'adresse plutôt sur d'autres facettes? Donc ça, c'est hyper intéressant et en fait, on teste. On voit aujourd'hui que la mobilité, c'est quand même un segment qui réagit très très bien. On a aussi le coureur, tout ce qui est runner, trailer. Alors eux, clairement, c'est pareil. Ils aiment avoir des équipements à la pointe, donc ils adorent s'équiper. Mais là, tu es plutôt sur le rafraîchissant ou sur le chauffant? On est sur les deux, en fait. On est sur les deux, parce que finalement, même quand tu es au ski, alors on pourrait dire... Non, mais quand tu parlais du coureur, parce que le coureur, quand tu cours... mais quand tu débutes ta course, ou quand tu attends les autres, ou quand tu fais des relais, il y a toujours des moments, finalement, où tu es immobile. Et que tu peux prendre quelques degrés en plus. Exactement. C'est en fait ce côté récupération, donc confort entre l'effort, pour être plus performant dans ton activité sportive au global. Donc ça, c'est la deuxième persona. Et on a quand même une troisième persona qui est peut-être un peu plus âgée, qui est une persona plutôt confort, santé. Et là-dessus, il faut parler d'un syndrome que pas beaucoup de personnes, je pense, connaissent, qui est le syndrome de Raynaud. Je t'en ai pas parlé, mais effectivement, c'est 6% de la population. Et c'est surtout des femmes. R-A-Y-N-A-U-D. Raynaud, ok, qu'est-ce que c'est? C'est un syndrome qui en fait, te gèle les extrémités des doigts et des pieds. Tu ne ressens plus rien dans tes doigts et des pieds quand ce syndrome se déclenche.
Il peut se déclencher à 5 degrés, il peut se déclencher à 10 degrés, 12 degrés, ça dépend des cas. Mais ce sont des pathologies qui pourrissent la vie, littéralement, des personnes concernées. Il y a différents niveaux de ce syndrome ? Ouais, il y a différents niveaux. Et du coup, pour se rendre compte, c'est à peu près une ville comme Nice. C'est 350 000 personnes, 400 000 En personnes. France ? Ouais, en France, qui sont concernées par ça. Donc, c'est énorme. Et nous, aujourd'hui, on travaille sous 2 angles. On a un partenariat avec le CHU de Lille, sur lequel on fait des recherches qui ne sont pas au niveau, je dirais, scientifique. On ne fait pas une vraie recherche, une vraie étude scientifique parce que ça coûte beaucoup d'argent. Mais on fait néanmoins des recherches, je dirais, quali. Est-ce que l'usage de nos produits, de nos gants, notamment, améliore le confort de vie de ces personnes ? Et on a des cas pratiques très concrets avec plusieurs ambassadeurs, comme Tania, qui est une ancienne finaliste de Koh-Lanta, d'ailleurs, pour ceux qui suivent Koh-Lanta. Elle a 25 ans et elle a le syndrome de Raynaud. C'est quelqu'un qui est hyper sportive, c'est quelqu'un qui est diététicienne. Et en fait, au quotidien, ça lui pourrit la vie. Donc, on a fait un partenariat avec elle et voilà, et on aime beaucoup parler de ces choses-là. Et depuis qu'on l'aborde sur les réseaux, on a de plus en plus de commentaires de sportifs, de personnes qui nous disent « Oui, mais moi aussi, j'ai ça, je ne savais pas qu'il y avait une solution autre que médicamenteuse. » Donc, en fait, ça change la vie des gens. Donc voilà pour la troisième persona, cette persona plutôt bien-être, confort, voire santé. Écoute, je ne connaissais pas, et je connais pourtant plein de gens qui ont ce sujet-là, mais je pensais pas qu'il y avait, je pensais que c'était juste mauvaise circulation, mais les doigts blancs et froids très rapidement. Blanc-violet, c'est assez impressionnant d'ailleurs. Okay. Donc 3 personas sur le B2C comme le B2B, hyper intéressant. Il y a des normes qui existent pour les vêtements pro, non ? EPI, équipement de protection individuelle. Oui, absolument. On est obligé d'avoir ces normes. On en a une sur un de nos gants, qui est un gant de travail, où bien sûr il est normé pour faire en sorte que le gant soit pas, qu'on puisse pas se couper avec, qu'on puisse pas se brûler avec. Donc tout ça est bien sûr réglementé. Et puis l'ensemble de nos produits, de toute façon, sont testés. Il y a un contrôle qualité très important. On a toutes les normes UE qui font en sorte de garantir la sécurité au niveau des batteries notamment. C'est le gant de travail chauffant, le gant EPI ? Ok. Qu'on trouve sur le site. Qui est bien sûr le best-seller du coup sur la persona workwear. Ok. Ok, donc de la croissance depuis 3 ans, depuis votre lancement dans un secteur qui est un peu en crise, surtout sur le vêtement sportif. Sur le sport, je pense que c'est pas une surprise. On est dans un secteur qui est assez saturé d'ailleurs. Et effectivement, le textile aujourd'hui, c'est compliqué. Les gens ont beaucoup de stocks dont ils veulent se débarrasser. Donc, ils ne sont pas forcément friands de faire entrer un nouvel acteur comme nous. Néanmoins, on a quand même de belles réactions, beaucoup de positivité de la part des gros acteurs, type Decathlon, qui, eux, depuis le début, nous font confiance sur la marketplace et qui maintenant référencent également en magasin nos produits, notamment les produits rafraîchissants, qui sont finalement des petits achats pas très chers, hyper sympas l'été quand il fait chaud. Ok, intéressant. Sur ce marché du rafraîchissant et du chauffant, c'est intéressant parce que dans la partie sur du textile pur et sans technologie, il y a déjà pas mal d'acteurs qui se positionnent, des grands comme des petits. J'en ai reçu ici sur le panier, mais je pense aussi à des chaînes de distrib. Pardon, comment ça s'appelle ? Uniqlo, pardon, qui fait un vêtement, je crois. En fait, c'est de la laine ou une mérinos, mais c'est pas le même marché, c'est ça ? C'est pas du tout la même techno. Et en fait, effectivement, même les grands, Adidas et compagnie, font des t-shirts qu'ils appellent rafraîchissants. En fait, c'est pas du tout la même technologie. Eux, ils travaillent sur du textile qui est beaucoup plus fin, plus respirant, plus technique. Alors que le rafraîchissant ? Oui. Alors que nous, ou même sur le chauffant. Alors que nous, on va insérer vraiment une technologie dans la fibre. Donc, c'est vraiment différent. On gagne combien ? Alors, sur le rafraîchissant, on peut gagner 15 degrés facilement sur un t-shirt, une serviette, une casquette. Donc, effectivement, ce sont des produits anti-UV qui plus est. Donc c'est vrai que l'été, il y a quand même cet enjeu de santé publique. On est sur un réchauffement climatique. Donc là aussi, vrai enjeu. Parle-moi du rafraîchissant, je voulais l'aborder plus tard, mais on y est. Dis-moi. Explique-moi comment ça marche. Le rafraîchissant, aujourd'hui, ça représente 15-20% du business. Donc, c'est en croissance, mais c'est aussi très, très jeune. L'objectif sur tous nos textiles, c'est vraiment de tremper le tissu, que ce soit donc une serviette, un t-shirt, une casquette. On le trempe dans l'eau, on les sort. Il n'y a pas d'effet dégoulinant qu'on pourrait avoir sur un t-shirt en coton. On le claque un petit peu et là, paf, la technologie, qui est en fait composée de microcristaux de jade à l'intérieur du textile. Jade la pierre. Jade la pierre, absolument. C'est des microcristaux qui permettent vraiment d'avoir cette réaction chimique qui fait que pouf, le textile va se rafraîchir et éviter l'évaporation de l'eau. Donc c'est ça qui permet de savoir cet effet longue durée.
on peut rester au frais pendant 12 heures, 24 heures. J'ai déjà eu des cas pendant 48 heures, je n'arrivais pas à faire sécher ce fichu t-shirt. Et réchauffer Réchauffer. Honnêtement, c'est assez bluffant. Il faut le tester pour le croire. On peut penser à un gadget comme ça, mais ça ne l'est pas du tout. Donc c'est le tissu qui devient, au toucher, je veux dire, c'est le tissu qui devient frais. Exactement. C'est le tissu qui devient frais et qui, du coup, une fois posé sur les épaules, si c'est une serviette ou mis, si c'est un t-shirt, vous rafraîchit automatiquement. Pour autant, c'est pas glacé. C'est pas comme quelque chose qui sort du congélo. On est sur un truc à 15 degrés, donc ça reste agréable. Ça a été testé par des tas d'acteurs du workwear également. On équipe aujourd'hui des tas d'acteurs institutionnels d'ailleurs. On peut parler de la SNCF, de la police. Alors, c'est pas à l'échelle nationale, mais on a ces acteurs-là qui testent les produits. Beaucoup de sportifs. On a été sollicités aussi pendant les JO, bien entendu. Il y a un vrai sujet. Comment est-ce qu'on rafraîchit le sportif pendant sa compétition quand il est en situation de pause, de break. Et franchement, c'est bluffant. C'est bluffant. Et ensuite, ça se lave, ça tient longtemps Ça se lave, machine à 30 degrés, sans problème. Ça se réutilise à l'infini. Donc, dès que le t-shirt a séché, en fait, vous répétez l'opération, vous trempez, vous essorez, et c'est reparti pour un tour. Aucun produit chimique sur ces tissus-là. Et c'est respirant. C'est super respirant. Ça ressemble à un t-shirt technique, en fait, lambda de sport, mais avec ce côté plus qui est cette technologie. C'est assez incroyable. Écoute, je suis impatient de tester. Vous êtes en télétravail depuis toujours ? Ah oui, alors ça c'est intéressant. En fait, les deux fondateurs n'étaient pas dans la même ville, n'étaient pas dans le même pays. Donc depuis le début, en 2017, ils ont dû travailler à distance. Du coup, l'équipe s'est construite comme ça. Depuis 2017, l'équipe s'est étoffée. Aujourd'hui, on est 15. Tous en télétravail, répartis aux 4 coins de la France. Il n'y a vraiment pas de ville type. On se retrouve à Paris dans nos locaux, je dirais 3-4 jours par mois, ce qui finalement est suffisant pour parler stratégie, pour échanger sur des problématiques. Mais on arrive à garder ce lien. Je pense qu'on a mis au point pas mal de process et on a aussi un vrai filtre au recrutement pour s'assurer qu'on a les bonnes personnes qui savent finalement gérer cette contrainte pour certains ou ce bénéfice pour d'autres, mais en tout cas cet aspect-là. Alors, je ne t'ai pas présenté, je pensais le faire un peu plus tard, mais toi, tu as une expérience, tu as fait presque 10 ans, si je ne dis pas de bêtises, en tout, chez Adidas, en charge de la marque Reebok sur le Moyen-Orient, et ensuite chez Lacoste. Oui. Donc, grand groupe, peut-être une culture du présentiel jusqu'au Covid. Oui. Et là, une petite structure en télétravail, l'adaptation s'est faite... non, mais pour rester sur le télétravail, ça s'est fait facilement. C'est vrai. Écoute, pour moi, je n'avais jamais eu cette expérience de télétravail, à part en voyage, évidemment, aux 4 coins du monde, parce que c'était quand même le cas. L'expérience Covid, je suis arrivée chez Lacoste, j'étais à la direction marketing, donc basée à Dubaï, 8 personnes à gérer. Et là, paf, Covid, donc au bout d'un mois et demi, on est tous enfermés chez nous, les magasins ferment, j'ai toujours 8 personnes à gérer, j'ai toujours une équipe globale à Paris à qui rendre des comptes. Donc il a fallu s'adapter et en fait, pour moi, ça a été un petit peu une révélation. Je me suis aperçue qu'on laissait de côté tout ce qui était trop politique, tout ce qui était trop anecdotique, on allait à l'essentiel, on était tellement plus efficace. Donc, on a aussi été bien accompagnés. Je pense qu'il faut quand même que la structure ait des process en place. Mais effectivement, ça a été une année extrêmement positive sur le point de vue personnel et professionnel, finalement, malgré tout. Les chiffres étaient en croissance pour le business Lacoste sur le online. On a réussi à gérer les équipes, etc. Donc, je suis ressortie de là, si tu veux, beaucoup plus positive et même enthousiaste à rechercher, en fait, ce schéma-là. Donc effectivement, Jade, c'est comme ça depuis le début. Comme je disais, je pense que c'est pas fait pour tout le monde. Il y a quand même un filtre à l'entrée, notamment lors des process d'embauche. On a aussi clairement des expériences sur des profils juniors qui peuvent être plus compliqués. Je pense qu'il faut vraiment savoir accompagner avec beaucoup plus de proximité ces profils juniors. On a des alternants, donc il faut savoir gérer ça. Mais globalement, tout se passe super bien. Je pense qu'on a tous un équilibre pro-perso qui est super intéressant aussi, clairement. Je ne sais pas si on va continuer comme ça dans 10 ans, mais en tout cas, pour les 2-3 années à venir, la question ne se pose pas. Pour l'instant, ça marche. Je reviens sur les produits. Tu m'as un peu expliqué la techno. Tu m'as expliqué aussi les produits rafraîchissants, mais je vois sur le site qu'il y a cette notion de durabilité qui est importante. Oui, alors durabilité, en tout cas, on essaie de faire des produits qui soient accessibles, mais qui soient clairement durables. On a également un volet RSE sur lequel on se penche de plus en plus, notamment avec une batterie qui a été remanufacturée et qui est faite en collaboration avec Voltaire, qui est un acteur assez connu, assez important en France, qui donc, eux, remanufacturent des batteries
Ce qu'il faut... VOLTR. Hein. Ouais, exactement. En fait, ce qu'il faut, c'est que concrètement, ils vont aller chercher la composante dans la batterie qui ne fonctionne plus. Souvent, il n'y en a qu'une ou deux qui ne fonctionnent plus et tout le reste est en bon état. Donc, ils vont aller isoler ces composants et remanufacturer une nouvelle batterie. Donc ça, on est super fiers d'avoir aujourd'hui à disposition du grand public, sur notre site également, des batteries du coup remanufacturées à disposition et qui ont quasiment les mêmes performances qu'une batterie neuve. C'est ça surtout qu'il faut dire. Il y a des contraintes techniques, c'est un produit technologique. Oui. Tu es à la fois sur du textile et du techno, et de la techno. Ouais. Et d'ailleurs, je te lancerai un peu plus tard ou maintenant sur le SAV Oui. Et le Customer Success. Oui. Alors, le Customer Success, c'est sans doute ce qui nous différencie aujourd'hui de la concurrence et évidemment des dropshippers. On a une équipe Customer Success absolument incroyable qui est très proche du client, que ce soit en avant-vente, on a un chat qui est quasiment ouvert 24/24 où on répond aux questions et surtout sur l'après-vente, s'il y a une taille qu'il faut changer, etc., on est là. C'est un produit qui a besoin effectivement d'évangélisation, d'explication. Alors certains connaissent, mais d'autres pas. Donc il faut effectivement expliquer, il faut acheter une batterie avec votre veste, sinon ça marche pas. Ceci dit, on a aussi des hoodies, des sweats qui sont super chauds, même sans la batterie, ça c'est clair. Mais enfin bon, sur le produit chauffant, il faut une batterie. Donc effectivement, on a vraiment ce côté très proche du client. On essaie vraiment de récupérer aussi tous les feedbacks, que ce soit sur le consommateur B2C, mais aussi B2B. Et c'est aussi comme ça qu'on fait évoluer notre gamme, tout simplement. On nous a remonté un besoin pour la haute visibilité, notamment quand on fait du vélo, quand on fait même des travaux sur le bord de la route. Donc, on est en train de développer une gamme haute visibilité. Donc, voilà, on est une marque proche de ses clients. Le côté technique, technologique, effectivement, c'est important, il faut l'expliquer. On a aussi tout un tas de communication sur comment entretenir sa batterie, comment entretenir son vêtement. Alors, vous m'avez vu, si vous regardez la vidéo sur YouTube, vous m'avez vu me lever pendant que Virginie parlait, parce que je voulais attraper la doudoune pour regarder justement l'étiquette, en me disant, mais en fait, est-ce que ça se lave? Alors, il y a une indication qui dit quand même enlever la batterie avant de le mettre en machine ou de le laver, à la main, parce que ça se lave à la main. Mais donc, il n'y a aucun risque sur le circuit, parce qu'il y a un circuit en fait. Il n'y a aucun risque. Le circuit, finalement, comme tu dis, est inséré dans le textile, c'est cousu avec. Okay. Donc en fait, il n'y a aucun risque au lavage. Alors, on préconise quand même du lavage à 30 ou du lavage à la main, d'éviter le sèche-linge, mais en fait, ça se lave. Il n'y a quand même pas de souci là-dessus. Ok, assez incroyable. Oui, et je te parlais de durabilité et de RSE, c'est aussi un axe important pour... Oui, c'est un sujet aujourd'hui. Donc, la première étape, c'est sur la batterie. Du coup, c'est aussi sur tout simplement comment entretenir son vêtement, comment entretenir sa batterie. C'est pas un vêtement qui est amené à être remplacé tous les ans. Clairement, on achète une veste aujourd'hui, elle peut durer 5-6 ans sans aucun problème. Donc, on est sur un vêtement de qualité, durable, encore une fois, contrairement à la concurrence. Avec ton expérience et puis ton axe, surtout marketing et communication, tu es sur une petite marque qui est leader en France sur cette petite niche. Tu as de l'évangélisation à faire, tu as une marque à aller poser. Quels sont tes leviers et justement, comment est-ce que tu choisis tes combats? Il faut évangéliser, il faut vendre, il faut... Oui, et puis il y a trois personas. C'est clairement des choix à faire tous les jours. Aujourd'hui, nos principaux leviers d'acquisition, c'est bien sûr tout ce qui est SIA et Meta. Ça, ce sont nos meilleurs amis. Alors, on pilote de manière très, très, très proche. C'est vraiment au jour le jour, quasiment. Je dirais que si on perd 2-3 jours sur la stratégie à adopter, on peut perdre 200 000 € de vente. C'est quand même c'est des chiffres assez importants. Donc, aujourd'hui, tout ce qui est acquisition payante, c'est à peu près 70% de notre acquisition. Il nous reste à peu près 20% sur le côté SEO, qu'on travaille quand même depuis de nombreuses années et qu'on continue à travailler. Comment tu le travailles ? Alors, il y a une partie bien sûr rédactionnelle et puis une partie très technique. Rédactionnelle, c'est en interne ? Oui, tout à fait. Alors, on bosse avec une agence qui nous donne des guidelines toutes les semaines. On a une partie netlinking aussi quand même qui est super intéressante et qui permet d'accélérer, notamment à l'international, je recommande. Et puis 10% qui reste, 10-15% pour la partie plutôt CRM, qu'on traite avec Klaviyo. Mais effectivement, en interne ? En interne, oui, exactement. Okay. Et effectivement, on a des super taux d'ouverture et surtout d'attribution de CA. Je te donne quelques chiffres. Sur le dernier Black Friday, on a à peu près 100 cas de revenus qui a été attribué à nos newsletters, pas au flow, aux newsletters. Donc ça, c'est quand même super cool parce que historiquement, c'est plutôt les flows qui convertissent. À quel niveau de remise ?
Alors, ce Black Friday, on allait jusqu'à moins 60, mais globalement, on était à moins 40. Moins 40 en moyenne. Ouais. Et donc géré en interne, Klaviyo, newsletter et pas transactionnel, pardon, et pas. Tu m'as dit 100K sur Oui. la. Attribué directement au Attribué newsletter. directement à l'email sur newsletter. Tout à fait. Tout à Ok, fait. ok. On a fait un peu d'SMS aussi, qui a des bons ROI, Avec qui? avec Yotpo. Ok. Voilà. Je recommande le SMS, je pense que surtout quand il y a des remises, on n'a pas vu les mêmes chiffres quand il n'y en a pas, mais quand il y a des remises, il ne faut pas hésiter. J'imagine que tu travailles avec des agences quand tu étais chez Oui. Lacoste ou Reebok. Là, tu as encore des agences, hein, on l'a dit, Oui. Straight Up sur la partie acier par exemple. Mais tu mets plus les mains dedans? Alors moi et mes équipes, oui, clairement, et je pense que c'est aussi important de revenir un petit peu quand même à l'essentiel, aux bases. Si on ne comprend pas ce qu'on fait, c'est très difficile de piloter une agence, surtout dans ce business. On est quand même sur un business de niche, on en a parlé, très très saisonnier, on en a parlé. Dans ces grosses marques, on ne fait pas son chiffre sur 3 mois. Là, on a vraiment des enjeux d'excellence, en fait. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'on a besoin d'une équipe la plus senior possible, la plus experte possible, pour pouvoir piloter les meilleures agences possibles sur toutes nos problématiques. Sur le SIA, j'imagine que tu... Enfin, on va y venir, mais le SEO, qu'est-ce que tu captes? T'as pas d'audience captive, hein. T'es dans de la découverte, de l'évangélisation. Alors, il y a quand même... Sur quoi on va te trouver? Si, les mots-clés vestes chauffantes. Ça c'est Ok. le mot-clé phare. Donc c'est quand chauffant. même... Il y a quand même une partie de la population qui sait que ça existe et qui Oui. le cherche. Absolument. Il y a quand même une grosse partie qui est finalement de la requête intentionniste. Et donc évidemment, c'est là-dessus qu'on met le paquet, notamment quand il fait froid. On en a parlé. Dès que les températures chutent, là, il faut qu'on soit top of the top sur Google, sur Actu, sur Images, sur tout. Quand il fait pas froid, par contre, on fait beaucoup plus de push, je dirais, de découverte, comme tu disais, plutôt sur Meta, du coup. Ok, compris. Pardon, je retrouve mes notes. Et donc le SEO, tu m'as dit 20%. Hein. Oui, 20% et en croissance, donc ça, on est quand même super content des résultats, Ok. et notamment sur l'international, donc on n'en a pas beaucoup parlé. Ça, c'est un enjeu très fort de croissance pour nous. Allons-y, l'international, aujourd'hui, pardon, je bouffe mes mots, c'est un peu moins de 10%. Oui. Et c'est que en digital. Oui, alors aujourd'hui, le côté distribution, réseau d'agents, etc., ça met un peu de temps à se mettre en place, mais c'est en cours. Par contre, sur la partie digital et marketplace, parce qu'on est aussi présent sur les marketplaces, à peu près 20% du CA, je dirais, quand on fait les choses bien. La partie internationale, c'est un gros enjeu. Donc aujourd'hui, c'est l'Allemagne, majoritairement pour le chauffant. C'est aussi tout ce qui est Autriche, Suisse, Belgique, je mets tous ces pays un petit peu ensemble. Et le rafraîchissant, on est plutôt sur l'Espagne, l'Italie, voilà. Mais via les marketplaces. Via les marketplaces et le site. Et via le site. On Et le essaie de site. faire les deux, Okay. garder un côté contrôle de la data quand même via le site, et garder un côté, je dirais, plus rentable peut-être, ou plus rapide via la marketplace. Et alors, le setup du site pour l'international, c'est quoi? On est passé du coup sur Shopify Market. On a fait une refonte là il y a 4 mois, donc super content de la refonte et des chiffres. Donner quelques exemples, on est passé d'un taux de conversion de 1.5 à 2.5. On est passé d'un taux de vitesse, on était à D sur GT Metrics, là on est à C limite B. Voilà, bon, j'ai des tas de KPI comme ça qui ont été vraiment en progression. Du coup sur l'Allemagne, on a carrément fait un domaine .de. Donc il y a un site propre .de en Allemagne qui est sur le même. Vous êtes sur Shopify? Shopify. Advance plus, ouais. Et donc un site en propre .de sur l'Allemagne, et il y en aura pour d'autres pays? Oui, sans doute. Là, on a ouvert. C'est quoi le plan? Donc là, on a ouvert git.co.uk avec de la même manière des campagnes d'acquisition dédiées, des KPI dédiés à ces pays-là. Donc sur la France, je peux donner quelques chiffres. On pilote au COS. On est à 20% de COS, ce qui est quand même pas énorme. Mais on a 20% sur la France, et sur ces pays-là, on pilote plutôt au ROS, et on est autour de 2 de ROS. Donc l'objectif, c'est d'être rentable, c'est pas de faire de la croissance. C'est de la conquête. C'est de la conquête, c'est ça. C'est beaucoup de learning, de test and learn. Là où sur la France, je vise plutôt des ROS autour de 5. Alors tu m'as parlé des pays limitrophes, j'ai envie de dire. Vous n'allez pas plus au nord? Pour l'instant, non. Dans les pays très froids. Amazon Pologne a été ouvert, donc on essaie. Après, je pense que je l'apprends à personne. Opérationnellement, Amazon, c'est quand même beaucoup de boulot. Il faut que les choses soient carrées, il faut avoir une segmentation produit très très claire. On bosse aussi avec des distributeurs, donc attention à pas cannibaliser tout ça. Pas mal de nos produits, mine de rien, ne sont pas dédiés workwear. Ils sont vraiment sur tous les canaux. Ils ne sont pas différenciés. Donc on a quand même cette problématique où il faut faire très attention à ce qu'on fait en termes de prix et en termes de segmentation pour pas évidemment froisser nos distributeurs et en tout cas rester cohérent.
Oui, et puis tu as des pays où Amazon n'est pas présent, par exemple. J'allais demander si vous alliez en Norvège, Finlande, Suède. Norvège, il n'y a pas Amazon, donc il faut l'attaquer différemment. Tout à fait. Pas Ok. pour l'instant. C'est un langage qu'on maîtrise pas du tout. Et en fait, à l'égard de l'Allemagne, on a eu quand même beaucoup de test and learn. On a aussi fait intervenir des consultants allemands, natifs allemands, pour nous dire, bah voilà, qu'est-ce qui va pas sur notre parcours de conversion. On voit qu'il y a du trafic, mais ça convertit pas. Qu'est-ce qui va pas? Et en fait, vraiment se plugger sur les localités, sur vraiment les spécificités locales. Par exemple, les moyens de paiement, par exemple, le petit drapeau. Au lieu de dire marque française, ça, on l'a enlevé en Allemagne. Par contre, on a ajouté que le service, Customer Service, le SAV, était en allemand. Donc, des petites nuances comme ça qui Et ça, tu sont le gères comment? super importantes. Alors là, on avait un freelance, consultant allemand, qui nous faisait des audits, en fait, tous les 15 jours. Oui, mais pour le SAV. Alors, pour le SAV, c'est géré par la même équipe, qui est une équipe de 6 personnes. Et en fait, eux, alors, il y a un anglophone et un Mais la même germanophone. équipe chez vous? Ouais. Ok, Exactement. avec un germanophone. Tout à fait. Ok. Et ensuite, tout ce qui est IA, maintenant, permet quand même de faire des miracles. Avec quel outil? ChatGPT. Oui, d'accord, pardon. Et, Oui. et sur le SAV? Ah, on est sur iDesk. iDesk? iDesk. Comment tu ouais. l'écris? Hi, comme O? IDESK. Ah non, Ouais. iDesk, ok. iDesk. Ok. De iDesk Service. Ok. Et du coup, l'international via les marketplaces se fait principalement par Amazon? Oui. Il y en a Principalement d'autres? pour Amazon aujourd'hui. On a d'autres marketplaces en France. On est sur Alltrix, que tu as reçu il y a pas longtemps. Récemment, ouais. On est aussi sur Private Sport Shop. On était sur ces discounts. On en est parti. Pourquoi? On est en train d'en partir. Personnellement, je pense que c'est pas en multipliant les marketplaces au bout d'un moment qu'on est le plus visible et le plus pertinent. Je pense qu'il faut une stratégie cohérente. Mais là, on couvre quand même pas mal toutes nos personas en étant sur notre site, sur les EPI et sur ces marketplaces. Alors, Decathlon, Alltrix et Amazon principalement, c'est Oui. ça? C'est quand même des marketplaces B2C, mais Oui. l'acheteur B2B est un acheteur comme les autres. Tout à fait. Mais tu as aussi des marketplaces spécialisés, vêtements, enfin workwear, en B2B, non? Alors, marketplace, pas à ma connaissance. L'acheteur B2B, comme tu dis, c'est un acheteur B2C. Donc en fait, aujourd'hui, sur le site e-commerce, on a quand même une grosse partie des petites structures, notamment, qui viennent en direct, qui nous connaissent, qui ont peut-être vu nos produits dans un revendeur physique et qui viennent en direct. Après, certaines structures vendent aussi online, sur des réseaux physiques, et Proliance, par exemple, qui est un de nos partenaires, vend aussi sur leur propre site. Donc effectivement, tout ça se tire un peu la bourre au niveau digital. Il faut faire les choses intelligemment. On ne peut pas interdire à ces gens de bider sur nos keywords, notamment. Mais voilà, il faut s'assurer que ça ne prenne pas non plus une place prédominante, que ça ne fasse pas augmenter nos coûts d'acquisition de manière exponentielle. Voilà, c'est une juste mesure, mais c'est sûr que c'est un boulot de diplomatie, de politique, et il faut être attentif. Petit focus Amazon, vous êtes donc présent avec une boutique sur Amazon France que Oui. vous gérez en interne ou avec une... Oui, on gère en en externe. interne. Ok. On avait une agence, on a décidé de reprendre le sujet. Pourquoi? Je pense que par rapport à ce qu'on disait un peu plus tôt, il faut vraiment maîtriser le sujet pour pouvoir manager quelqu'un. Donc on a voulu remettre les mains dedans, comprendre pourquoi ça n'allait pas. Donc ça n'allait pas? En fait, Qu'est-ce qui n'allait pas? Beaucoup de, je dirais, d'imprécisions sur nos fiches produits. On est sur un produit quand même qui est un panier moyen élevé, on est sur un produit technologique, il faut que les choses soient précises. Si c'est 5 zones de chauffe, c'est pas 4. Si c'est une batterie fournie, c'est une batterie fournie. Donc voilà, Oui, ce genre de évidemment, ouais. choses devait être prises en Ça paraît compte. évident. Ouais, ça paraît évident, mais quand tu as une fiche produit qui n'est pas cohérente, des images qui sont pas à jour, tu vois, des erreurs. Parfois, le titre, c'était gants, l'image, c'était veste. Bon, tout ça, il a fallu nettoyer les choses. Oui. Donc, on se fait aider par une freelance qui Pardon, est super. Virginie me voit lever les yeux, En fait, je pense que c'est quand même comme tout. les sourcils, pardon. Et tu l'as dit, j'ai une expérience grand groupe avec des grosses agences, des belles agences. Néanmoins, il faut être derrière. Quand je dis être derrière, c'est pas qu'elles savent pas faire leur boulot, c'est qu'il faut les accompagner. Il faut aussi attirer l'attention sur des choses qu'elles ne verraient pas forcément. Donc aujourd'hui, on se fait aider par une freelance qui est super et que je veux mentionner, qui s'appelle Victoria, qui est une ancienne Amazon et qui nous aide opérationnellement à nettoyer tout ça et à lancer ces marchés. Mais oui, mon conseil, c'est vraiment reprenez les choses en interne s'il y a un sujet qui va pas comme vous voulez. Quelque temps au moins, le temps d'avoir les bonnes bases. Est-ce que tu peux me partager ton retour d'expérience sur Amazon? Vous le faisiez chez Lacoste et chez Reebok?
Alors, chez Lacoste, ça a été un gros sujet. Gros sujet surtout en termes d'image de marque. Bah C'est oui, toujours on le va débat. pas sur... Ouais, mais le sujet, c'était que d'autres revendeurs vendaient Lacoste de toute façon. Euh, Oui, donc, et qu'ensuite ton acheteur, il y va, point. Et ben, on c'est en ça. parle régulièrement sur le panier. Mais C'est- en France, LVMH vient de lancer Mouette et Chandon, je veux pas Ouais, dire de bêtises, ouais. sur Amazon. Et aux États-Unis, il est normal d'aller C'est vendre ça. ton... C'est ça. Non, moi, j'ai pas d'avis tranché là-dessus. Je pense que ça peut être fait de manière très brand sur Amazon. On a aussi notre page de marque d'ailleurs sur Jade qu'on a beaucoup travaillé avec une agence dédiée. Je pense qu'il y a moyen de faire les choses bien. Si vous y êtes pas, quelqu'un d'autre ira pour vous, contrôlera vos prix à votre place. Je pense qu'il faut y être. Après, ça veut pas dire que la segmentation produit et la stratégie commerciale doivent être la même. Nous, on se sert d'Amazon comme stratégie d'exploration de nouveaux marchés, de conquête. On se sert aussi d'Amazon sur des produits, je dirais, entrée de gamme, des produits plutôt passe-partout, et sur des produits sortants sur lesquels on va faire du prix. Produit sortant, donc c'est le produit en fin de vie qu'on va pas forcément renouveler, c'est ça, Tout hein, à sur fait. lequel... Et d'ailleurs, il y a une section sur ton site qui s'appelle Last Chance, Exactement. parce que je l'ai en anglais. Pourquoi je l'ai en anglais? Hop, c'est moi qui suis On en l'a anglais. pas traduit, on s'est Non, non, dit que c'est... Last Chance, ça passait pour les francophones. Ah oui, tout à fait, pardon. Ouais. Ouais, bah, je l'avais compris, très bien. Ah oui, c'est ça, Last Chance. Ok. Mais donc effectivement, multiplier les canaux veut aussi dire multiplier sa stratégie, sa segmentation produit. Ça devient au bout d'un moment un casse-tête. Il faut s'aligner avec les équipes commerciales, avec les équipes produits. Voilà, je pense qu'il faut aussi mesurer ce qu'on fait, le faire bien et peut-être effectivement faire des choix. C'est aussi pour ça que je suis plutôt d'avis de choisir ces marketplaces plutôt que de les démultiplier parce qu'on ne peut pas être carré partout, tout le temps et c'est normal. Ok, compris. Par rapport à ton expérience sur le Trix et Decathlon en marketplace, est-ce que là tu peux nous faire un retour d'expérience? Ouais, super expérience. On adresse la persona sport, dont on a parlé plus tôt. La persona sport, c'est une persona qui est très technique, qui a besoin des meilleurs équipements pour ses activités, qui n'hésite pas à aller chez le spécialiste d'ailleurs de telle activité. Si on parle du trail, par exemple, elle a ses marques de trail préférentielles. Donc c'était quand même évident pour nous d'être sur des généralistes comme Decathlon et des spécialistes comme Alltrix. Sur les réseaux physiques, on travaille aussi à rentrer dans d'autres spécialistes physiques, dont je ne peux pas donner des noms, mais je pense que tout le monde les connaît. Je pense que c'est important pour nous, dans notre stratégie aussi de crédibilisation de la marque et de notoriété de la marque, d'être présent chez ces spécialistes avant de taper un peu plus masse. Alors je sais pas si je l'ai dit, mais vous êtes présent dans un peu plus de 1000 points de vente, Oui. principalement en France. Tout à fait. Ok. Et ça représente, tu me disais quoi, 40% du chiffre d'affaires tout à l'heure? Je dis Oui, une bêtise. aujourd'hui, tout ce qui est workwear, c'est à peu près 40%. Et effectivement, sur les réseaux physiques, aujourd'hui, c'est plutôt le workwear que le sport. Ok. Même si le sport est en pleine croissance. Et donc, Decathlon, Intersport également, sur des magasins qui, aujourd'hui, vont nous référencer dans quelques-uns de ces points de vente. Ok. On l'a dit tout à l'heure, la saisonnalité est une part importante de l'équation. Ouais. 80% du chiffre d'affaires sur 3 mois en e-com et en distrib, Ouais. c'est ça? Ouais. Sur le produit chauffant. Tout à fait. Alors, j'ai plusieurs questions, d'où j'imagine les produits rafraîchissants qui vous ouvrent l'autre partie de l'année. Et ma deuxième question, c'était plutôt une remarque. J'avais reçu Beuchat, super épisode, hyper intéressant. Beuchat, c'est les masques de plongée principalement, enfin le matériel de plongée, on va dire. Et ils sont numéro 1, genre en Australie, et numéro 1 en Europe occidentale. Donc, c'est en permanence l'été pour eux. Est-ce que c'est quelque chose comment tu réagis à ça? Non, mais c'est exactement ça. C'est bien sûr un souci quand on est une boîte autofinancée d'avoir que 3 mois d'activité, avec un pic de cash flow, et ensuite le reste de l'année, comment on fait? D'où le rafraîchissant. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a identifié quand même assez tôt. Le rafraîchissant aujourd'hui permet de lisser un peu plus ce chiffre d'affaires, même si il est aussi très, je dirais, délicat parce qu'il répond énormément à la météo de la même manière. Un mois de juin, par exemple, l'année dernière, pour nous, ça a été catastrophique parce qu'il a fait une moyenne peut-être de 12-15 degrés sur toute la France, même dans le sud. Du coup, il fallait sortir le chauffant. Et ben là, exactement. Du coup, on s'est rendu compte qu'effectivement, on a des permanents en chauffant, donc notamment tout ce qui est sweaterie, qui en fait se vendent toute l'année. Donc effectivement, on arrive à avoir un business beaucoup plus lissé, de la même manière qu'on vend du rafraîchissant l'hiver, pour des gens qui feraient du sport en salle un peu intense, type CrossFit par exemple. C'est des choses qu'on fait. Donc effectivement, c'est un gros enjeu. Pour la partie géographique, on a besoin de ça. On a besoin absolument de s'étendre à l'international, d'avoir cette espèce de double saisonnalité dont tu parlais. Pour ça, on a besoin de fonds. Donc on lance une levée de fonds en 2025.
voilà, qui va être assez importante pour nous pour accélérer tout simplement sur la suite. Ok. Tu sais combien vous levez? On va lever 1 million, c'est l'objectif. Ok. Voilà, je pense qu'on est une boîte qui est rentable, qui est en croissance, qui fait un chiffre d'affaires qui n'est pas dégueu. Donc voilà, on espère avoir de beaux retours. En tout cas, aujourd'hui, c'est important pour la stratégie de développement. Ok, donc boîte autofinancée, lancée, je l'ai dit tout à l'heure par, je vais retrouver leur prénom et leur nom, pardon. Édouard Castegnier et Guillaume Et Salin. Guillaume Salin, pardon, c'était un peu plus haut dans ma fiche. Lancée en 2017, c'est ça, en croissance, rentable, et levée de fonds l'année prochaine. Et elle va servir à quoi cette levée de fonds? C'est surtout sur l'international, c'est surtout aussi sur la structuration de l'équipe, notamment produit. T'en parlais, on est un produit technologique. S'assurer qu'on puisse peu à peu innover sur cette technologie. Travailler sur des matériaux, travailler sur l'innovation au point de vue de la techno rafraîchissante et chauffante en propre. Ça, c'est des choses aujourd'hui pour lesquelles on a besoin de fonds. On parlait aussi de recherche avec les CHU sur le syndrome de Raynaud. Ça aussi, une recherche aujourd'hui, on va dire, autour de 1000 participants. Enfin, c'est des choses qui représentent un budget. Donc, elle va servir en gros à tous ces sujets-là. Et à lancer du retail ou pas? Parce qu'aujourd'hui, vous n'avez pas de boutique physique. Alors, la boutique physique... À vous, pardon. Non, vous n'avez pas de retail. Ouais. C'est pas un sujet pour nous aujourd'hui. On n'est pas des retailers, je dirais, dans l'âme. On n'est pas structuré pour non plus. Par contre, on n'est pas effectivement exclu à du petit pop-up plutôt événementiel et plutôt brand building, y compris sur le côté collaboration. Je pense qu'il y a des belles choses à faire avec des belles marques, Starco et Decathlon par exemple, qui ont fait quelque chose d'assez sympa. Je pense qu'il y a pas mal de possibilités pour nous aussi. Donc peut-être du pop-up expérientiel en physique, mais ça ira pas plus loin pour l'instant. En vrai, c'est exactement ce que j'avais en tête. Ça sert à rien d'avoir une boutique le 26 août quand il fait 30 degrés ou 40 degrés, sauf pour le rafraîchissant, évidemment. Mais là, dans l'immédiat, le chauffant, c'est quelle part du chiffre d'affaires? Alors, le chauffant aujourd'hui, c'est aussi 80% du chiffre d'affaires. C'est ça. En fait, on aurait pu imaginer un pop-up événementiel pendant 3 mois l'hiver pour tester les produits. Tout à fait. Après, sur la partie workwear, on a aussi une stratégie qui est très physique. C'est vraiment pas du tout la même manière d'aborder et de faire du marketing. On fait des salons, notamment. Donc ça, c'est aussi quelque chose de très différent sur la stratégie B2C. On était au salon Preventica, qui est un salon assez connu à Lyon, qui a lieu aussi à Paris. Donc c'est le salon référent en France sur tout ce qui est workwear et EPI. Donc ça, c'est pas un point de vente, mais c'est un moment d'interaction de rencontre. C'est un salon B2B, Preventica. Ouais, donc tu rencontres des distributeurs, des acteurs, et aussi des particuliers, entre guillemets, des gens qui ont leur petite boîte. J'ai rencontré la dernière fois des gens qui vont dans des frigos à moins 20 degrés pour leur métier et qui me demandaient est-ce que ça tient à moins 20 degrés? La réponse est oui. Tu as refait le site il y a quelques mois? Oui. Et quels sont les principaux changements? À quoi t'attribues l'évolution de ton taux de conversion de 1,5 à 2,5? On a changé pas mal de choses. La fiche produit, évidemment, a été clé pour nous. Je suis dessus. Quels éléments clés regardez? On a clarifié le côté avec batterie et sans batterie, qui n'était pas forcément clair au préalable. C'est un produit qui fonctionne avec batterie, donc évidemment, idéalement, il faut acheter la batterie, sauf si on a déjà une batterie. On a changé tout ce qui Mais ça marche avec n'importe quelle batterie? Alors, ça fonctionne avec n'importe quelle, power bank pour tout ce qui est veste. Néanmoins, on recommande quand même d'utiliser les nôtres qui ont été spécifiquement testés pour ce produit-là. Mais j'imagine que si je devais acheter demain un G-Hit, je prendrais la batterie G-Hit qui a été testée et validée. Oui. Mais pour faire durer plus longtemps ou pour j'en sais rien, je peux mettre une batterie traditionnelle de chargement. Tout à fait. Après, au niveau des garanties, etc. C'est pas la même, évidemment. Je comprends. C'est pas la même. On ne sait jamais trop ce qu'on trouve sur Amazon, etc. Donc voilà. Donc on recommande quand même d'utiliser nos batteries. On a changé aussi tout ce qui était détail de nos spécificités produits, notamment les niveaux d'isolation, les niveaux de chauffe. Ça, c'était pas forcément aussi clair et bien explicité au préalable. On a aussi fait quelque chose qui est pas mal, qui est un quiz d'aide à la vente. Alors ça se fait pas mal sur tout ce qui est produit un peu plus wellness, compléments alimentaires. Je crois que la Bonne Brosse aussi avait fait ça. Choisissez votre brosse à cheveux. On a ce quiz et en fait, on fait ça avec une application qui s'appelle Lanterne. Et on a des super résultats là-dessus. Il est où ce quiz ? Alors, il est sur la homepage. Quand tu vas vraiment sur ta homepage, on te propose, et à d'autres endroits, mais choisis ton activité ou plus bas. Plus bas. On te propose de faire le quiz. Voilà, quel produit est fait pour toi. Découvre quel produit est fait pour toi. Ok. Et donc ça, vous l'avez pas développé en propre. Vous avez utilisé un outil Lanterne, tu m'as dit ? Ouais, c'est une application. Comment tu l'écris ? Lanterne, comme une lanterne sans E. Lantern. Ok. Et en fait, ça permet de configurer tes questions, etc.
Là, tu vois, sur les chiffres du dernier mois, je vois que j'ai à peu près quand même un taux de conversion achat produit grâce à ce quiz autour de 8%. Donc c'est pas mal. C'est un outil d'aide à la vente qui est quand même Taux de sympa. conversion de cet outil de 8%. C'est-à-dire que fait. toute personne qui... Ça veut dire quoi? Sur 100 personnes, il y en a 8 qui achètent? Ouais, c'est ça. Tu fais ton petit quiz, tu lui dis j'ai besoin de chauffant parce que je vais à la montagne et je fais un peu de ski. J'ai besoin d'isolation mais aussi de flexibilité. Qu'est-ce que tu me recommandes? Paf, je trouve le produit qui est fait pour moi. Ok. Donc ça, c'est quand même pas mal. Ça coûte pas très cher. C'est un petit abonnement d'application. Non, mais 8% de taux de conversion, c'est juste incroyable. Donc ça vaut le coup pas mal. d'essayer. Ouais. Combien de personnes y passent? Alors là, ce 8%, il représente combien en volume? mois, écoute, j'ai fait à peu près 50 000 euros du coup de chiffre d'affaires et j'ai pas le nombre de personnes. Si, j'ai eu 5 000 sessions. Donc 100 euros de panier moyen. Ouais. Voilà ce qui a changé sur le site. Il y a aussi bien sûr le passage à Market, tout simplement, pour pouvoir vraiment Shopify Market, personnaliser l'expérience client sur l'international. Les moyens de paiement également, tout ce qui est transport également. On a ajouté DHL pour l'Allemagne, ça c'est un must. On a également amélioré la vitesse tout simplement du site, bien évidemment, que ce soit sur mobile ou sur desktop, c'est quand même la base. Là-dessus, on a gagné 5 secondes. On était à 9 secondes sur le site préalable et 5 secondes sur le nouveau. Et sur mobile, on charge en 1 seconde et demie. Donc on est super content. Ok, c'est très très rapide. Ça a été optimisé d'une certaine manière. Enfin, il y a un secret derrière ou c'est... Je pense que c'est juste le côté refonte au global. C'est enlever tous les JavaScript qui servent à rien. Bien compresser ces images en WebP. Je crois qu'on l'a déjà dit. C'est vrai que... Et d'ailleurs, je te salue, Michael Ostruy de PXP, parce qu'on en parlait ensemble. C'est vrai que tu as souvent ce discours d'avant-vente quand on est une agence ou développeur ou un freelance. Ouais. Mais après, on va gagner des points de conversion par rapport à ce que vous avez aujourd'hui. Pardon, des points de rapidité. Oui. En fait, de manière générale, quand tu repars à zéro ou quand tu fais un table rase du passé, ça aide. Tu gagnes en perf. C'est sûr. Voilà. Après, on a vraiment fait attention à ça, bien supprimer toutes les apps qui étaient plus nécessaires, bien enlever tout le code qui était derrière. Bon. Vous étiez sur Shopify, hein. On était sur Shopify Plus déjà, mais on n'était pas sur Market et c'est vrai qu'il était vieillissant ce site, clairement. Pareil sur les taux de rebond, on a amélioré les taux d'ajout au panier aussi, les taux de check-out, on a amélioré le panier moyen. Enfin voilà, écoute, franchement, pour nous, tous les KPI sont au vert, donc super content de cette refonte. Et pas au rouge chauffant comme il pourrait l'être. On peut faire plein de jeux de mots là-dessus, Laurent. Mais... Donc Shopify, Klaviyo sur le CRM, oui. Yotpo sur la feed et le CMS du coup. Tout à fait, on aimerait bien tester WhatsApp. Moi, j'avais beaucoup WhatsApp chez Lacoste, notamment au Moyen-Orient. Tu connais GetWax? Alors, je connais plein, il y en a plein, là, Simio, etc. On n'a pas encore testé parce qu'il a fallu prioriser, mais je pense qu'il y a un beau potentiel sur le WhatsApp. Notamment pour du client VIP ou en tout cas récurrent. Nous, on activait beaucoup là-dessus chez Lacoste et c'était une vraie expérience beaucoup plus premium, oui, du coup, pour le consommateur. Donc ça, j'aimerais tester. Écoute, j'en ai parlé rapidement avec justement Wax, disons des méthodes et des bonnes pratiques d'utilisation de WhatsApp en e-commerce, c'était avec Guillaume Escolier qui est le cofondateur de Wax. C'est l'épisode, je vous le donne, chers auditrices, chers auditeurs. C'est un hors-série, HS One-to-One Biarritz. Cherchez WhatsApp sur le site du panier ou sur Spotify et vous trouverez cet épisode. C'était vraiment intéressant et justement, c'est les cas d'usage et à quel moment il faut l'utiliser ou non et quelle pression y mettre. C'est intéressant. Oui, carrément. Ça se fait beaucoup dans d'autres parties du monde. Le Moyen-Orient, du coup, que je connais bien, c'est même quasiment les confirmations de commandes en fait, qui soient envoyées par WhatsApp. Donc, c'est même pas vraiment... tout se fait par WhatsApp. En fait. Il n'y a plus personne qui utilise le mail. Je pense qu'on va y arriver quand même aussi en Europe. Donc, il faut prendre le tournant. Je le teste dès l'été, promis. Écoute, Virginie, merci... infiniment pour ton temps et ta transparence. Des petits points d'ouverture comme ça pour atterrir en douceur. Qu'est-ce que vous fixez comme objectif pour 2025 ? Alors, oui, il faut savoir quand même qu'on a une année fiscale un peu différente. On commence l'année fiscale le 1er avril, on va jusqu'au 31 mars, histoire de couvrir correctement nos 2 saisons. Là, on espère atterrir entre 5 et 8 millions, je donne une fourchette. Et continuer la croissance sur 2025 ? Et clairement, continuer 25, la 26 croissance. Du coup. Chaque année, on est en croissance malgré des investissements importants, que ce soit en structurant l'équipe ou avec cette refonte, etc. Voilà, on reste rentable, donc on est super content de ça. On poursuit cette course.
Et puis j'espère avec la levée de fonds pouvoir conquérir l'international. Et le poids des produits rafraîchissants versus chauffants, est-ce que ça, vous cherchez à C'est en l'équilibrer? augmentation. Vous cherchez, c'est quoi Alors, la... oui, je pense qu'effectivement, surtout si on arrive à lever et partir dans des coups très chauds dans l'hémisphère sud, l'hiver, etc., on va y arriver. Là, on est autour de 18% de rafraîchissant et le reste au chauffant. Donc, ça reste quand même à la marge, hein, le rafraîchissant aujourd'hui. Cependant, que ce soit pour le workwear ou le B2C, énorme potentiel et clairement, ça prend. Avec un objectif de croissance du coup dessus. Tout à fait. Ok. Formidable. Qu'est-ce que tu... autre question que je voulais te poser. On en a un peu parlé, mais tu arrives de Lacoste. Avant ça, il y avait Reebok. Tu étais basé à Dubaï, si je dis pas de bêtises, pendant presque 10 ans. Oui. Là, tu te retrouves en télétravail pour une petite boîte à Toulouse, en l'occurrence, où tu t'es installé. Oui. Donc déjà, c'est un sacré changement, mais surtout, avec quelle conviction tu arrives dans cet univers? Qu'est-ce que tu rapportes dans tes valises? Écoute, je pense que l'expérience grosse boîte quand même te donne des tas de cordes à ton arc. Moi, j'ai tout appris chez Reebok en l'occurrence. L'expérience du management, l'expérience de la stratégie, l'expérience de la structuration. Donc effectivement, je suis là pour structurer l'équipe, pour aider à l'établissement de la stratégie, et pas que marketing, mais aussi de la stratégie de la boîte. Et en fait, ça, c'est quand même une grosse différence en termes d'impact. Quand tu es petit dans une grosse boîte, tu as un petit impact. Quand tu es gros dans une petite boîte, tu as un gros impact. Et personnellement, c'était ça que je recherchais. Je pense qu'on a énormément de potentiel avec Jit sur plein d'aspects. C'est passionnant d'avoir ces 3 personas si différentes. Je viens du sport, donc je connais la cible sport, le workwear, j'apprends tout. Cette cible un peu confort santé, j'ai fait quelques health tech, enfin voilà, à la marge, je pense qu'il y a des tas de choses à faire. On est sur un produit qui peut paraître peut-être gadget ou voilà, pas indispensable, mais néanmoins, quand on a des feedbacks des consommateurs qui nous disent vous avez changé ma vie en fait avec ce gant, voilà, on sent qu'on a un impact autre. Moi, j'ai cet esprit entrepreneurial et je pense que c'est super de pouvoir être aux côtés de l'entrepreneur, du CEO dans cette aventure. Je te pose cette question parce que parmi les auditeurs, vous êtes entre 4 et 8 000 à écouter chaque épisode du panier. Il y a énormément d'entrepreneurs, de commerçants, e-commerçants, retailers. Qu'est-ce qui pourrait les inciter à aller chercher un profil qui, comme toi, vient de grands groupes, est à l'international, avec un risque de clash de culture, de méthode Alors, mon conseil là-dessus, c'était de prendre un profil qui a cette expérience gros groupe et qui a aussi une expérience plus petite boîte ou une expérience entrepreneuriale, qui s'est essayé à l'entrepreneuriat. Je pense qu'effectivement, quelqu'un qui aura fait des années dans des grands groupes n'aura peut-être pas toutes les cordes à son arc, ou en tout cas les méthodes d'emblée. Ça ne veut pas dire qu'il ne pourra pas y arriver, mais je pense qu'effectivement, ce double parcours, si vous voulez trouver, c'est super indispensable à l'avenir de votre boîte, parce qu'il faut vous aider à structurer, tout en même temps en ayant une approche très, très pragmatique. Il ne faut pas tomber dans les faits inverses, où la personne arrive et vous dise il me faut 5 millions de budget marketing, sinon je ne peux rien faire, il me faut que des agences, sinon je ne peux rien faire. Voilà, il faut trouver ce juste milieu. Je pense que ça se trouve et que des profils comme moi qui ont besoin peut-être d'un retour plus pragmatique aux choses, plus concrète aux choses, ça existe. Les grosses boîtes, ça a beaucoup d'atouts, ça a aussi des inconvénients. Moi, le message aussi que je veux faire passer, c'est de mettez pas une grosse croix rouge sur le télétravail. Si ça vous permet de toucher à des profils qui correspondent à vos besoins, je pense qu'il y a toujours une solution. Et honnêtement, nous, chez Jit, on met beaucoup de temps à recruter, très honnêtement. Hire slow, fire fast, disait Eric Schmidt, le patron de Google, chef de produit là, qu'on recrute, ça fait 6 mois en fait qu'on le recrute et on préfère prendre du temps, avoir la bonne personne et ensuite télétravail ou pas, on sait que ça marchera quoi. Voilà, n'ayez pas peur de ça, je dis pas que ça fonctionne pour toutes les boîtes, mais en tout cas pour nous, même avec la distrib, même avec du B2B, on y arrive. Voilà, restez l'esprit ouvert et de toute façon, on est dans un monde qui doit s'adapter en permanence. Donc, Ce qui est intéressant, c'est ce que tu as dit aussi, donc tu as cette expérience grande boîte, mais tu as eu des expériences entrepreneuriales. Oui. Et j'ai fait un super épisode avec Mehdi, je me souviens plus de son nom de famille. Zeroual, le cofondateur de Moule. Moule, ce sont des culottes menstruelles. Ouais. Petite boîte qui cartonne. Super épisode, c'est le numéro 305 que je vous recommande vraiment, chers auditrices, chers auditeurs, mais qui me disait un truc assez vrai, je l'avais jamais formulé tel quel. Il me dit le meilleur des collaborateurs dans une petite entreprise en croissance, quel que soit son passé, c'est s'il a eu ou non une expérience entrepreneuriale. Et c'est vrai que quand tu as un jour été
aux commandes, tu peux devenir un super collaborateur. Écoute, j'ai eu une expérience entrepreneuriale où j'ai moi-même monté mon site Shopify. Je suis allée toquer aux portes des grosses boîtes, Fago notamment, et leur dire écoutez, je vais vous distribuer à Dubaï, vous y êtes pas. Et en fait, ils m'ont ouvert les portes parce que en fait, pour eux, il n'y a pas de risque. Nous, on achetait du stock. Mais rien que le fait de mettre les doigts dedans, et c'est vraiment quelque chose que je dis aussi à mes équipes, vous ne pouvez pas faire du e-commerce si vous n'avez jamais vous-même lancé une campagne Google, si vous n'avez jamais vous-même créé une page produit. C'est pas possible. Enfin, revenez aux basiques. Vous saurez d'autant plus manager les personnes qui vous aident après. Pour moi, c'est quand même la base. Et encore une fois, ça évolue tellement vite. Et comme tu le disais sur ChatGPT, il faut tous qu'on s'entraîne là, toute la journée. Qu'est-ce qu'on peut faire de ce truc ? Non, c'est indispensable. Virginie, merci infiniment pour ton temps, ta transparence et ta générosité. Vous retrouvez Virginie Mauran, M-A-U-R-A-N, sur LinkedIn, si vous voulez continuer la conversation avec elle. Et puis, allez faire un tour sur g-heat.com pour voir les produits dont on a parlé depuis 1 heure. Ouais. Onglet Last Chance. Non, pas Last Chance, comment il s'appelle ? Si, oui, c'est ça, Last Chance. Il y a des dernières chances. Pour ceux qui sont encore un peu frileux, qui ne savent pas trop, lancez-vous tenter. Testez-les et vous me ferez vos retours. Merci à toi, merci à vous toutes et tous pour votre fidélité. Je vous retrouve dans un prochain épisode et évidemment sur la newsletter. N'hésitez pas à vous inscrire sur lepanier.io. La newsletter du panier, c'est chaque semaine ou toutes les 2 semaines, ça dépend des périodes. L'épisode de la semaine et puis quelques news business. Merci. Salut.